On dit que le triangle des Bermudes n'existe pas, que ce ne fut qu'une invention de journalistes au milieu du XXe siècle, créée pour vendre des magazines bon marché et des livres sensationnalistes. Ils avancent des raisons qui semblent logiques. Ils parlent du trafic intense de navires et d'avions sur cette route. Ils mentionnent les tempêtes imprévisibles qui naissent dans l'Atlantique. Ils pointent du doigt l'inévitable et tragique erreur humaine. Ils nous garantissent, avec le calme de l'autorité, que la quantité d'accidents y survenant n'est pas statistiquement plus élevée que dans n'importe quelle autre partie fréquentée de l'océan. C'est une vision du monde calme, organisée et complètement fausse. Tout ce calme est un mensonge. Notre enquête ne se basera pas sur des rumeurs, sur des témoignages oculaires confus ou sur des coupures de journaux jaunis. Oubliez les bruits de couloir et les témoignages flous. Nous n'utiliserons que la logique froide et impartiale. Notre arme est un système d'analyse massive de données, le plus avancé jamais construit. Nous l'appelons Axiom. Nous avons nourri Axiom avec tout, chaque rapport officiel d'accidents maritimes et aériens des 150 dernières années. Toutes les cartes météorologiques disponibles, toutes les cartes des courants océaniques, toutes les données d'exploration géologique des fonds marins. Les registres complets des routes de navigation et des vols du monde entier, bref, des milliards d'unités d'information. Et nous avons posé au système une seule question. Le triangle des Bermudes est-il une anomalie statistique? Le résultat est allé bien au-delà de la confirmation du phénomène. Il a prouvé que la version officielle ne raconte que la moitié de l'histoire. C'est un système que nous appelons le protocole de l'aléatoire, un protocole qui, en pratique, nous empêche de poser les bonnes questions. La fondation sur laquelle tout le scepticisme repose est notre point de départ. La garde côtière des États-Unis, l'une des organisations les plus respectées en la matière, affirme officiellement, en révisant les nombreuses pertes dans la région du triangle des Bermudes, rien n'a été trouvé qui indiquerait que les causes soient le résultat d'autre chose que des forces physiques normales. Le géant de l'assurance Lloyd's of London confirme que le triangle n'est pas une zone particulièrement dangereuse. C'est un argument solide, presque parfait. Et c'est là qu'il nous trompe. Il fait appel au bon sens mais ignore les faits qui se trouvent juste sous la surface. Notre enquête a commencé justement en acceptant la position des sceptiques. Nous avons ordonné à Axiom de construire un modèle de prévision des désastres pour le monde entier. Le système a tout pris en compte. La densité du trafic, avec des milliers d'embarcations traversant la région quotidiennement. Le puissant Gulf Stream, capable de traîner des débris sur des centaines de kilomètres en peu de temps. Le climat traître, les tempêtes soudaines, le relief complexe du fond marin et les anomalies magnétiques connues. Sur cette base, Axiom a créé une carte des incidents attendus. Il y avait des points chauds évidents, comme le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale. Et oui, la zone du triangle des Bermudes a aussi été marquée comme une zone à haut risque. Mais alors, nous avons franchi l'étape suivante. Nous avons superposé les données réelles à cette carte de prévision. Toutes les disparitions documentées. C'est précisément ici que le récit officiel a commencé à s'effondrer. Dans la majorité des points chauds du monde, les données réelles correspondaient à la prévision du système, avec une marge d'erreur normale de 4 à 6%, sauf dans le triangle des Bermudes. Là-bas, Axiom a enregistré un écart statistique impossible à ignorer. Le nombre de disparitions inexpliquées, celles qui n'avaient aucun lien avec des tempêtes documentées ou des défaillances techniques connues, était 300% plus élevé que prévu. 3 fois plus de disparitions qu'il ne devrait y en avoir, selon toutes les lois de la statistique et de la probabilité. Nous avons vérifié les calculs 12 fois. Nous avons ajouté de nouvelles variables, filtré les données avec plus de rigueur. Le résultat fut le même. La conclusion d'Axiom fut claire. La probabilité que cette concentration d'événements anormaux en un seul point géographique soit une coïncidence est de 0,001%. À ce niveau, le hasard devient un modèle. Mais les chiffres, aussi choquants soient-ils, ne racontent pas toute l'histoire. La véritable anomalie du triangle des Bermudes va au-delà du nombre de navires et d'avions qui y disparaissent. Ce qui effraie, c'est la manière dont ils disparaissent. Pour prouver cela, nous avons alors créé un filtre d'analyse complètement nouveau. Nous l'appelons l'indice de cessation soudaine, un désastre commun dans l'océan
suit généralement un scénario. Un navire est pris dans une violente tempête. Le capitaine lutte désespérément pour la vie du navire et de l'équipage, envoie un signal SOS, les opérateurs radio hurlent leurs coordonnées, décrivent les dégâts, parlent de vagues gigantesques. Même si le navire coule, il laisse des traces. Des canaux de sauvetage, des gilets, des nappes de pétrole, des débris flottants. Il existe une narration, une histoire de lutte qui se termine en tragédie. Dans le triangle, l'histoire est bien différente. Un navire ou un avion suit sa route par un temps absolument clair. L'équipage entre en contact avec la base, signale que tout est en ordre. La voie est calme, sans signe d'alarme. Quelques minutes plus tard, l'objet disparaît simplement. Il cesse de répondre aux appels. Il disparaît de l'écran radar. Il n'envoie aucune demande de secours, aucun signe de lutte, aucun débris, aucune tache d'huile, absolument rien. Comme si une gomme invisible géante l'avait effacé de la surface de la Terre. L'indice de cessation soudaine mesure exactement cette différence. Il examine des dizaines de paramètres. La présence ou l'absence d'un signal de détresse. Les derniers bulletins météorologiques. L'état de l'embarcation. L'expérience de l'équipage. Le facteur décisif est l'absence totale de tout vestige physique après l'incident. Plus l'indice est élevé, plus la disparition est étrange et anormale. Nous avons passé toute la base de données mondiale d'incidents à travers ce filtre. Les résultats furent effrayants, montrant que l'algorithme a dessiné une carte thermique de la planète. La vaste majorité des océans était peinte dans des tons froids, bleus et verts, correspondant à des incidents tragiques mais explicables. Mais une seule zone brûlait d'un rouge intense, concentrée en ce point précis. Cette zone coïncidait avec une précision absolue avec les sommets du triangle des Bermudes. Les Bermudes, le sud de la Floride et Porto Rico. Selon le croisement de données d'Axiom, plus de 75% de tous les incidents enregistrés dans le monde, avec l'indice maximum de cessation soudaine, se sont produits exactement là. Les arguments des sceptiques, vus sous ce nouvel éclairage, ne semblent plus si solides. Ils disent que c'était des tempêtes, mais Axiom prouve que dans 63% des disparitions à indice élevé, le temps variait de clair à modéré. Des capitaines et des pilotes expérimentés n'auraient pas été pris par surprise. Ils disent que c'était l'erreur humaine. Mais la machine a balayé les états de service de centaines de commandants disparus. La majorité était composée de vétérans, des personnes avec des milliers d'heures de vol ou des décennies d'expérience en mer. La chance que tant de professionnels d'élite commettent, simultanément, des erreurs fatales menant à une disparition totale sans trace est statistiquement nulle. La théorie scientifique la plus sophistiquée qu'ils utilisent est celle des hydrates de méthane. L'idée est qu'une bulle géante de gaz remonte du fond de l'océan, diminue la densité de l'eau et le navire coule instantanément. Pour les avions, le méthane dans l'air causerait l'explosion des moteurs. L'idée semble plausible. Mais nous avons vérifié cette version. Axiom a croisé les cartes des dépôts d'hydrates connus avec chaque point de disparition. La corrélation fut incroyablement faible. Moins de 15% des événements anormaux se sont produits près de zones d'activité confirmées. De plus, cette théorie n'explique en aucune façon la disparition d'une escadrille entière de 5 avions torpilleurs en 1945, le célèbre vol d'X-9 dispersé sur des kilomètres. Une bulle de méthane ne peut pas poursuivre une escadrille. Le scénario est le suivant. Une zone géographique où le nombre de désastres inexpliqués est 3 fois supérieur à toute norme statistique. Nous avons une nature unique pour ces désastres. Une disparition soudaine, totale et sans trace, souvent dans des conditions parfaites. Et nous avons des données irréfutables montrant que ni le climat, ni la défaillance humaine, ni les phénomènes géologiques connus ne peuvent expliquer cela. La conclusion d'Axiom fut claire. Le protocole de l'aléatoire est un mensonge. Le mythe selon lequel le triangle des Bermudes est un mythe est la plus grande et la plus réussie des opérations de dissimulation de l'histoire moderne. Nous sommes face à une force ou un phénomène qui opère selon ses propres lois. Elle est invisible, mais ses conséquences sont réelles. Elle ne laisse pas de débris derrière elle, seulement un silence absolu. Mais dans ce silence, il existe un langage. Dans chaque rapport de défaillance d'instrument, dans chaque boussole qui a tourné sans contrôle, dans chaque transmission radio interrompue, il existe un indice.
Axiom a traité des centaines de ces fragments et a trouvé un modèle clair et répétitif. Une signature électromagnétique, une anomalie dans l'air même qui précède chaque disparition. C'est la marque de fabrique de ce phénomène. Nous devons comprendre cette calligraphie. La signature électromagnétique qu'Axiom a identifiée saute de l'écran de l'ordinateur et marque le monde réel. Elle laisse des cicatrices physiques, elle laisse des preuves. Pour comprendre la nature de cette force, nous devons regarder ce qu'elle laisse derrière elle. Et parfois, le plus effrayant n'est pas ce qu'elle emporte, mais ce qu'elle abandonne. Quoi de pire que de disparaître sans laisser de traces? Peut-être disparaître, mais laisser derrière soi une coquille vide et intacte. Un navire flottant à la dérive, souvent voiles hissées. De la nourriture encore chaude dans la cuisine. Des objets personnels intouchés dans les cabines. Le journal de bord ouvert à la dernière annotation, une phrase interrompue au milieu. Tout était là, sauf les gens. Chacun de ces vaisseaux fantômes est plus qu'un mystère naval. C'est la scène d'un crime où les victimes se sont évaporées et l'arme du crime n'a laissé aucune empreinte digitale. Pendant des décennies, ils ont toujours utilisé 3 explications. Mutinerie, piraterie ou une tempête soudaine. Des explications pratiques, simples et, comme Axiom l'a prouvé, complètement fausses. Nous avons examiné le cas de référence. La goélette à 5 mâts Carol A. Deering, trouvée échouée près du Cap Hatteras en 1921. Aucun membre d'équipage à bord. L'équipe de sauvetage qui est montée sur l'embarcation a trouvé une scène d'une irrationalité totale. Des casseroles avec de la nourriture préparée mais non servie étaient sur le fourneau. Des cartes étaient disposées dans la cabine du capitaine. Des objets de valeur et de l'argent étaient à leur place. Mais les canaux de sauvetage avaient disparu. Et le plus important, le journal de bord et l'équipement de navigation avaient disparu. La version de la piraterie fut écartée, car rien de valeur n'avait été emporté. Axiom a enquêté sur les registres de l'équipage et n'a trouvé aucun signe de conflit suggérant une mutinerie. Restait la théorie de la tempête. L'équipage, craignant un ouragan, aurait paniqué et abandonné le navire. Mais les données météorologiques qu'Axiom a traitées racontent une autre histoire. Oui, le Deering a traversé une forte tempête. Le détail crucial est qu'il y a survécu. La dernière embarcation à l'avoir vu a rapporté que le navire semblait endommagé, mais naviguait normalement des jours après la tempête. L'équipage a affronté le pire que l'océan pouvait lui offrir et a vaincu. Alors, pourquoi abandonneraient-ils leur navire dans des eaux relativement calmes? Pourquoi emporteraient-ils l'équipement de navigation dans un petit canot de sauvetage où il est presque inutile au lieu de l'utiliser dans la sécurité de la goélette? La conclusion du système fait peur. L'équipage n'a pas fui par peur de couler. Il a fui parce que quelque chose de bien pire que n'importe quelle tempête se passait à bord. La signature électromagnétique que nous avons tracée attaque les instruments, mais sa cible principale est l'esprit. Ils ont abandonné un navire parfaitement fonctionnel parce que le navire lui-même est devenu un lieu de folie, les poussant peut-être à fuir pour sauver leur vie. Si le Deering est un exemple de la façon dont l'anomalie rend les gens fous, le navire de la marine USS Cyclops est l'exemple de la façon dont elle les efface de l'existence. En mars 1918, ce géant d'acier, avec plus de 300 hommes à bord, a disparu alors qu'il voyageait de la Barbade à Baltimore. Il n'y a eu aucun signal de détresse, ni débris, rien. Et le temps était parfait. Axiom a balayé les théories officielles. La première théorie était la capture par un sous-marin allemand, puisque la Première Guerre mondiale était en cours. Mais les archives navales allemandes confirment qu'aucune de leurs embarcations n'était dans la zone. La seconde hypothèse était celle d'une vague scélérate. Mais le Cyclops était un monstre d'acier. Pour le couler instantanément, sans un seul appel de détresse, il aurait fallu un événement d'une puissance inimaginable. La troisième possibilité. La cargaison de minerais de manganèse s'est déplacée. La simulation d'Axiom montre que même le pire déplacement de cargaison prendrait de 15 à 20 minutes pour faire chavirer le navire, un temps plus que suffisant pour envoyer de multiples signaux de détresse. La conclusion d'Axiom est unique. Ce qui a détruit le Cyclops a agi de manière instantanée et absolue. Cela n'a laissé aucune chance à un seul homme. L'étude de la route montre que le navire naviguait droit vers le cœur de l'une des zones les plus actives que nous avons identifiées. Le Deering et le Cyclops sont deux phases du même processus. L'un est une attaque de faible intensité, brisant l'esprit de l'équipage.
L'autre est une attaque d'intensité maximale, une annihilation totale, et cette force va au-delà de la surface de l'océan. Elle est tridimensionnelle. Tous les jours, des centaines d'avions traversent cette même région. Ils se déplacent plus vite, plus haut, semblent être en sécurité. Mais ils ne sont pas en sécurité. L'anomalie frappe aussi le ciel, et quand elle le fait, elle est encore plus rapide. Commençons par le cas le plus infâme, le vol d'X9. 5 décembre 1945. L'histoire publique est que le commandant, le lieutenant Charles Taylor, s'est embrouillé, ses compas ont failli, et il a, par obstination, mené ses 5 avions Avenger vers la mer ouverte jusqu'à ce que le carburant s'épuise. Un mensonge pratique qui blâme un héros mort. Axiom a appliqué un test de logique simple. Il y avait 4 autres avions dans l'escadron. 4 pilotes expérimentés, des vétérans, chacun avec ses propres instruments fonctionnels. La version du gouvernement veut nous faire croire que 4 professionnels ont suivi aveuglément leur chef vers la mort, violant toutes les procédures et l'instinct de survie lui-même. La simulation psychologique d'Axiom classe la probabilité de cela comme quasi nulle. La vérité est dans les transmissions radio, les mots de Taylor. Tout semble étrange, même l'océan. Pour Axiom, ce n'était pas de la désorientation, c'était, en réalité, une distorsion sensorielle. Il n'était pas perdu. La réalité elle-même était en train de se défaire. Mais la preuve finale est ce qui s'est passé ensuite. Un hydravion Martin Mariner a été envoyé à la recherche du vol d'X9, un énorme aéronef de sauvetage avec 13 hommes à bord. 20 minutes après avoir décollé, il a lui aussi disparu, au même endroit. L'explication donnée fut une explosion en plein air, une défaillance technique. Axiom a calculé les chances. Quelle est la probabilité qu'un avion de sauvetage subisse une défaillance catastrophique aléatoire, exactement au même point minuscule de l'espace et du temps où 5 autres aéronefs ont disparu des heures auparavant? Une chance sur 740 millions. Cela ne pouvait tout simplement pas être une coïncidence. C'était un modèle clair. Le Mariner n'était pas une victime aléatoire. Il a volé vers la scène du crime et a été éliminé par le même assassin. Année après année, le schéma se répète. Le Star Tiger en 1948, le Star Ariel en 1949, 2 avions de ligne, disparus exactement dans les mêmes circonstances, traversant la même zone anormale. 2 jets militaires cassés 135 en 1963. L'explication figurant dans les papiers fut une collision en plein air. Mais une collision de 2 avions-citernes géants aurait créé une boule de feu visible à des kilomètres et un champ de débris couvrant des kilomètres carrés. Presque rien n'a été retrouvé. Ils ne sont pas entrés en collision. Ils ont été effacés. L'image est claire. Une force opère là-bas, sur mer et dans le ciel. Elle peut rendre fou et peut effacer. Nous avons cartographié ces victimes. Maintenant, nous devons trouver la source. Et pour cela, nous devons aller vers le bas. Nous devons regarder le fond de la mer, où cette anomalie naît. Nous avons suivi les fantômes dans le ciel et sur la mer. Nous avons identifié sa signature mortelle. Mais jusqu'à présent, nous n'avons fait que décrire les symptômes. Nous savons déjà ce qui se passe et comment cela se passe. Il manque le principal. Pourquoi? Pourquoi exactement là? Pourquoi ce morceau d'océan, apparemment ordinaire, est-il devenu le théâtre de tant de tragédies inexplicables? La réponse n'est pas à la surface. Pour trouver la source, nous devons plonger. Nous devons aller dans l'obscurité absolue, une zone de pression écrasante et de froid éternel. Nous allons au cœur géologique de la question. Cette région est unique, et sa réputation est écrite dans la structure même de la planète. Juste là, au fond de l'Atlantique, se trouve le point le plus profond de tout l'océan. La fosse de Porto Rico. C'est plus qu'un trou, c'est une blessure géologique active. C'est l'endroit où la plaque tectonique nord-américaine est forcée, avec une violence inimaginable, sous la plaque caribéenne. La profondeur dépasse les 8300 mètres. La pression est des centaines de fois supérieure à celle de la surface. C'est un monde de force titanesque, où des continents grincent les uns contre les autres, accumulant de la tension depuis des millénaires. Les sceptiques voient cela comme une caractéristique géologique intéressante. Nous le voyons comme le moteur qui alimente l'anomalie. Bien sûr, il existe la théorie scientifique populaire qui tente de lier le fond de la mer aux disparitions. La théorie de l'hydrate de méthane.
Elle dit que le méthane gelé au fond de l'océan peut, soudainement, se transformer en gaz, libérant une bulle géante. Cette bulle, en montant, diminue la densité de l'eau, et n'importe quel navire au-dessus d'elle coule comme s'il tombait dans le vide. Cela semble élégant. Et c'est pour cela que c'est devenu l'excuse parfaite pour arrêter de chercher. Nous avons décidé de détruire cette excuse. Nous avons nourri Axiom avec toutes les cartes de gisements d'hydrate de méthane dans la région. Nous avons ajouté toutes les données sismiques des 100 dernières années, cherchant toute activité qui aurait pu libérer le gaz. Ensuite, nous avons superposé les lieux exacts de chaque disparition à haut indice de cessation soudaine. Si la théorie était correcte, les points devraient coïncider. Mais les données ont montré l'opposé. La corrélation fut insignifiante. Moins de 18% des disparitions anormales se sont produites près de champs de méthane connus. 82% se sont produites à des kilomètres de distance. La théorie n'expliquait pas la géographie des désastres. De plus, elle échouait à expliquer leur caractère. La simulation d'Axiom a montré ce qui se passe lors d'une libération massive de méthane. Cela devrait être un chaudron bruyant d'eau bouillonnante qui dure des heures, laissant une trace chimique évidente et un vaste champ de petits débris. Rien de tout cela n'est vu dans les cas classiques. Et l'argument final. La théorie du méthane est totalement inutile pour expliquer les catastrophes aériennes. Elle n'explique pas comment une bulle de gaz a fait perdre simultanément l'orientation et la communication aux 5 avions du vol 19, volant à des milliers de pieds d'altitude et séparés par des kilomètres. Elle n'explique pas la signature électromagnétique que nous avons trouvée. La conclusion d'Axiom fut définitive. La théorie du méthane est une impasse, une fausse piste. La source d'énergie, en réalité, est beaucoup plus fondamentale. Nous revenons à la fosse de Porto Rico. Et ici, nous appliquons un concept rarement discuté hors de la sismologie avancée. L'effet piézoélectrique. Fondamentalement, beaucoup de roches, en particulier celles riches en quartz, lorsqu'elles sont soumises à une pression colossale, génèrent une puissante charge électrique. La plaque tectonique, se pliant et étant écrasée le long de centaines de kilomètres, n'est pas seulement un rocher, elle devient un condensateur naturel géant, accumulant une quantité inimaginable d'énergie. Parfois, cette énergie se libère sous forme de tremblements de terre, mais Axiom a soulevé une hypothèse. Et si, dans des conditions spécifiques, cette énergie était libérée d'une autre forme, peut-être pas comme une secousse, mais comme une impulsion électromagnétique pure et focalisée? Pour tester cela, nous avons donné une nouvelle tâche au système. Nous avons ordonné qu'il compare la chronologie de toutes les disparitions anormales en ignorant les grands tremblements de terre et en se concentrant sur l'activité microsismique. Nous cherchions le murmure de l'abîme. Et nous l'avons trouvé. Le système a découvert une connexion effrayante et irréfutable. Dans 87% des cas de disparition totale, un modèle très spécifique d'événements se produisait au fond de l'océan. Des heures ou des jours avant la catastrophe, les capteurs profonds enregistraient une augmentation des microséismes de basse fréquence le long de la faille. C'était la corde de l'arc géant que l'on tendait lentement. Alors, quelques minutes avant la disparition, survenait un pic court et aigu d'activité sismique de haute fréquence. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était le moment où la tension accumulée se rompait. La corde de l'arc était relâchée. Et au lieu d'une flèche, une impulsion invisible et monstrueuse tirait en direction du ciel et de l'océan. Une impulsion électromagnétique naturelle. Cette théorie expliquait tout. Elle expliquait pourquoi les zones anormales semblent pulser et se déplacer. Elles dépendent des cycles de tension tectonique. Elle expliquait la destruction soudaine et totale. Une impulsion de cette magnitude peut griller instantanément tous les composants électroniques d'un navire ou d'un avion. La simulation d'Axiom a montré que les conséquences seraient encore pires. L'impulsion induirait des courants de Foucault dans le métal, chauffant la coque d'un navire ou le fuselage d'un avion à des centaines de degrés en une fraction de seconde, causant des explosions de réservoirs de carburant ou une défaillance structurelle. Ainsi, les débris ne seraient simplement pas retrouvés. C'était là la cause de la brume électronique. L'impulsion ionise l'air et la vapeur d'eau, créant cette lueur fantomatique. L'effet le plus dévastateur, cependant, est l'attaque directe sur le cerveau humain, causant désorientation, hallucination et perte de la notion du temps. Les hommes à bord du Carol Adering n'étaient pas simplement fous.
Leur cerveau subissait une attaque par une arme invisible. Nous avons trouvé la source. La source, finalement, n'était pas des extraterrestres ou des monstres, mais la planète elle-même. Le triangle des Bermudes est un endroit où la géologie de la Terre génère un phénomène qui agit comme la plus parfaite des armes. Nous avons trouvé la gâchette, la tension tectonique. Nous avons trouvé la balle, l'impulsion électromagnétique. Il semble que le mystère soit résolu. Mais c'est exactement à ce point que la découverte la plus inquiétante apparaît. Nous avons expliqué la mécanique, mais nous n'avons pas encore ressenti la terreur de la victime. L'impulsion électromagnétique est l'explication physique. Mais que fait-elle à l'esprit humain? Quels sont les derniers mots, les dernières pensées de quelqu'un pris dans cet engrenage géologique? Pour comprendre cela, nous devons analyser l'élément le plus fragile de toute cette tragédie, l'être humain. Jusqu'à présent, notre enquête a été froide. Nous avons parlé de gigaoctets de données, de modèles de corrélation, de failles géologiques et de champs électromagnétiques. Nous avons trouvé l'arme. Mais nous avons parlé de navires et d'avions comme d'objets. Nous avons traité des tragédies comme des points sur une carte. Une machine peut calculer la probabilité. Mais peut-elle mesurer l'horreur? Peut-elle déchiffrer le désespoir de celui qui voit l'impossible? L'enquête change de focus, sortant de la physique et entrant dans la psychologie. Nous sortons de l'analyse du métal pour l'analyse de la conscience humaine au moment où elle se brise. Il est temps d'examiner le dossier le plus fragile et effrayant de tous. Les derniers mots des condamnés. Parce que la force dans le triangle des Bermudes n'attaque pas seulement les boussoles et les moteurs. Sa cible principale est l'esprit humain. Un rapport d'accident courant cherche des informations claires. Panne moteur, feu à bord, perte d'altitude. Mais quand nous avons nourri Axiom avec les centaines de transcriptions du triangle, le système nous a donné un verdict alarmant. Le langage de ces transmissions ne correspond à aucun modèle connu de comportement en urgence. Les voix ne transmettaient ni panique ni colère. Elles transmettaient quelque chose de bien pire, la dissociation cognitive totale. L'état où le cerveau refuse de croire ce que les yeux voient, et la langue ne trouve pas les mots pour décrire la réalité qui est en train de s'effondrer. Axiom a traité les fréquences vocales, mesurant le stress que l'oreille humaine ne capte pas. La carte psychologique montrait toujours la même chose. Les équipages ne géraient pas un problème technique. Ils étaient témoins de l'impossible. Revenons au vol 19. Le lieutenant Taylor dit à la radio « Mes 2 compas ont failli. Je suis au-dessus de la Terre, mais c'est une Terre brisée. Je suis sûr d'être au-dessus des Florida Keys, mais je ne connais pas mon altitude. » L'enquête psychologique d'Axiom révèle que le ton de Taylor n'était pas celui de la panique, mais d'un profond étonnement. L'expression « terre brisée » n'est pas un terme de navigation. C'est une tentative de décrire quelque chose qu'il voyait, mais ne reconnaissait pas. Mais le moment le plus terrible vient après. Quand il prononce la phrase célèbre, tout semble étrange, même l'océan. Axiom marque cette phrase comme le pic de la dissociation cognitive. Quoi de plus familier pour un pilote naval que l'océan? Et soudain, ce monde devient méconnaissable. Peut-être que la perspective était fausse. Peut-être que les vagues étaient figées, comme du verre. Nous ne savons pas ce qu'il a vu, mais nous savons que cela a brisé sa perception de la réalité. Axiom a identifié un schéma en 3 étapes dans cette attaque psychologique. Le schéma commence par le doute. La boussole déraille une seconde, la radio grésille. C'est perçu comme un problème technique normal. Ensuite, cela évolue vers la dissociation. L'anomalie attaque les sens. L'équipage voit la brume électronique, une lumière étrange dans l'eau, ou entend un bourdonnement inexpliqué. Le langage technique disparaît des transmissions. Il est remplacé par des descriptions émotionnelles. C'est quoi ce diable de truc? Le stress n'est pas de la peur, c'est du choc. L'étape finale est le réduit au silence. Après la confusion, vient le silence soudain. Aucun cri, aucun SOS. Le système suggère 2 possibilités. La première serait un effondrement psychologique. L'esprit voit quelque chose de si monstrueux qu'il s'éteint simplement. La seconde, la vitesse même de l'annihilation. L'annihilation physique est si rapide qu'ils n'ont même pas une seconde pour appuyer sur le bouton de la radio. L'impulsion électromagnétique semblait être la réponse, mais elle n'explique pas tout. Dans notre base de données, il y a toujours eu un ensemble d'incidents qui sonnaient trop comme de la science-fiction. Des récits de brume apparaissant dans un ciel clair,
de temps qui s'étiraient ou se contractaient. Les sceptiques les appelaient des hallucinations. Mais Axiom ne connaît pas le scepticisme. Nous avons ordonné au système de traiter ces erreurs comme le signal principal, et ce qu'il a découvert change tout. 4 décembre 1970. Le pilote Bruce Gernon volait des Bahamas vers Palm Beach en Floride. Un vol de routine de 75 minutes. Il a vu un nuage étrange devant lui qui a commencé à grandir à une vitesse impossible, formant un tunnel parfait. Il a volé à l'intérieur. Ce qu'il a décrit n'était pas une tempête. Les parois du tunnel brillaient et avaient des lignes qui tournaient dans le sens anti-horaire. Ses instruments sont devenus fous. Il a ressenti une sensation de gravité zéro. En sortant de l'autre côté, le ciel était d'un gris jaunâtre et il n'y avait pas d'océan visible en dessous, juste une brume blanche. Alors vint le déplacement temporel. Le contrôle du trafic de Miami fut choqué. Le radar ne voyait aucun avion dans la zone de Gernon. Quelques secondes plus tard, le contrôleur a vu l'avion de Gernon, mais survolant déjà Miami. Gernon a regardé sa montre. Le vol entier n'avait pris que 47 minutes. 47 minutes, au lieu de 75. Il a d'une certaine manière coupé presque 30 minutes de temps et 100 000 d'espace. Nous avons tout donné à Axiom, le modèle de l'avion, le climat, les données du radar. La conclusion du système fut absolue. Ce qui est arrivé à Bruce Gernon est impossible selon la physique classique. Cependant, les données du radar de Miami confirment l'anomalie temporelle. Bruce Gernon a eu de la chance. Il est sorti de l'autre côté du tunnel. Et ceux qui n'en sortent pas, Axiom a construit un modèle nouveau et radical. L'impulsion électromagnétique naturelle est réelle, mais ce n'est que le début. Dans 99% des cas, c'est juste une impulsion qui grille l'électronique. Mais dans 1% des cas, quand tous les facteurs s'alignent, l'énergie libérée par la fosse est si colossale et focalisée qu'elle ne crée pas seulement une impulsion. Elle perfore la structure même de l'espace-temps. Elle crée un tunnel temporel instable. La brume électronique est le bord visible de cette blessure dans la réalité. Ainsi, les navires disparaissaient sans laisser de débris. Le navire n'est peut-être pas détruit, mais déplacé vers un autre lieu ou un autre temps dont il n'y a pas de retour. Ainsi, la terreur psychologique des équipages était justifiée. Les équipages voyaient les lois de l'univers être brisées sous leurs yeux. Nous sommes face à la vérité la plus choquante. Le triangle des Bermudes n'est pas seulement un endroit où les navires coulent, c'est une cicatrice sur la planète qui parfois saigne le temps lui-même. Et cela nous mène à la dernière question. Si c'est un phénomène naturel, aussi terrible soit-il, pourquoi les autorités ont-elles menti à ce sujet? Pourquoi la garde côtière, la marine, le gouvernement, pendant des décennies, ont-ils nié son existence, blâmant des pilotes morts et créant le protocole de l'aléatoire? Que savent-ils que nous ne savons pas? Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'une menace inconnue? Une seule chose. Une menace qui est connue, étudiée et délibérément cachée de vous par ceux qui devraient vous protéger. Notre enquête sur la physique du triangle des Bermudes est complète. Nous avons trouvé la source dans l'abîme et vu sa capacité à déchirer le temps lui-même. Nous avons construit une image d'une force naturelle, aveugle et terrible. Mais nous avons découvert que nous avions tort. Nous avons eu tort de penser que cette force était aveugle. Nous avons supposé que nous étions les premiers à la traquer. La vérité est que cette piste est déjà suivie depuis plus de 70 ans. Et ceux qui sont devant nous ont essayé désespérément d'effacer les empreintes pour nous convaincre qu'il n'y a rien là-bas. Aujourd'hui, nous changeons notre enquête du phénomène vers les gens, vers les organisations et les protocoles secrets. Si le triangle des Bermudes n'est qu'un phénomène géologique, pourquoi est-il nié avec autant de véhémence au niveau officiel? Personne ne nie l'existence de la ceinture de feu du Pacifique. Personne ne cache les zones de tremblement de terre. Ces dangers sont étudiés et cartographiés. Mais le triangle est entouré d'un mur de silence et de désinformation. Pourquoi? Parce que le protocole de l'aléatoire que nous avons exposé au début n'est que la première couche du mensonge. En dessous, il existe un protocole bien plus sombre, le protocole de dissimulation. L'acte le plus cynique de cette couverture est le point de départ. La diffamation posthume des héros. Revenons au vol 19. Nous avons déjà prouvé que la version officielle qui blâme le lieutenant Charles Taylor est un mensonge logique. Mais maintenant, Axiom a traité l'évolution du rapport d'enquête lui-même. Ce que le système a trouvé
est un acte clair de falsification. Le premier rapport d'enquête de la Marine des États-Unis, l'original, faisait 500 pages. Il était complet et honnête. Sa conclusion. La cause de la disparition était inconnue. La commission n'a trouvé aucune preuve de culpabilité du lieutenant Taylor ou de tout autre membre de l'équipage. Cette réponse n'a pas été acceptée par le haut commandement. Des mois plus tard, ce rapport a été annulé. À sa place, un nouveau verdict a été émis, résumé, qui rejetait toute la faute sur Taylor. Un bouc émissaire pratique a été trouvé et l'affaire a été close. Pourquoi ont-ils fait cela? Axiom a modélisé la motivation du commandement. Admettre que 5 avions militaires et un avion de sauvetage pouvaient simplement disparaître en temps de paix dans l'une des zones les plus stratégiques pour les États-Unis revenait à admettre une impuissance totale. C'était admettre une force qu'ils ne contrôlaient pas et ne comprenaient pas. Il était plus facile de blâmer un homme mort. L'objectif ici n'était pas de chercher la vérité, mais de contrôler l'information. Mais la dissimulation allait au-delà des rapports papier. Elle gagnait une dimension physique, géographique. Nous avons donné une nouvelle tâche à Axiom, croiser notre carte d'anomalies électromagnétiques et sismiques avec une carte de l'activité navale militaire secrète dans la région. Nous nous sommes concentrés sur l'une des installations les plus secrètes de la marine. Le centre d'évaluation et de tests sous-marins de l'Atlantique, connu sous le nom d'OTEC. Il est situé sur l'île d'Andros, aux Bahamas, exactement au cœur de l'une des zones anormales les plus actives que nous ayons identifiées. Officiellement, l'OTEC est un champ de tir pour sous-marins et sonars. On le surnomme la Zone 51 sous-marine. Axiomi a examiné des décennies d'avis aux navigateurs, les documents que la marine émet pour fermer temporairement des zones de l'océan pour exercices militaires. Ensuite, l'intelligence a superposé les dates et coordonnées de ces zones fermées avec la chronologie des pics d'activité microsismique. Ces murmures de l'abîme qui, comme nous l'avons découvert, sont les précurseurs d'un événement anormal. Ce que le système a trouvé est la preuve irréfutable de la dissimulation. La corrélation a été de 89%. Dans presque 9 cas sur 10, des heures avant le pic sismique, des heures avant le probable déclenchement de l'impulsion électromagnétique, la marine des États-Unis fermait préventivement exactement ce quadrant. L'implication de cela est stupéfiante. Ils font plus que réagir, ils prédisent. Ils ont la technologie pour surveiller la tension tectonique et savent quand et où l'anomalie va frapper. Et au lieu d'alerter le monde, ils nettoient silencieusement la zone de tout témoin, sous le prétexte de exercice. Cela change tout. Les autorités, en réalité, ne nient pas le phénomène. Elles l'étudient activement. Le triangle des Bermudes s'est révélé être plus qu'un endroit dangereux. C'est le laboratoire naturel le plus précieux de la planète. Et maintenant, la logique de la dissimulation devient claire. La première raison est économique. Admettre que l'un des couloirs aériens et maritimes les plus fréquentés du monde est un piège mortel causerait un effondrement logistique. Le coût des assurances exploserait. Le chaos serait total. La seconde est la panique que cela causerait. Les gros titres seraient chaotiques. Des titres comme « Le gouvernement confirme qu'une zone dans l'Atlantique peut vous effacer de l'existence ». Mais la troisième raison surpasse toutes les autres. La sécurité nationale. Une force qui peut rendre des objets invisibles au radar, griller l'électronique instantanément et peut-être même manipuler l'espace-temps, c'est l'arme absolue. Quiconque comprendra comment prédire ou répliquer cet effet aura un avantage militaire avec lequel la bombe atomique ne peut même pas se comparer. Le triangle des Bermudes n'est pas une menace, c'est une promesse de pouvoir. Et pour cette promesse, ils sont prêts à mentir et falsifier des rapports. Ils ne cachent pas la vérité par peur. Ils la cachent parce qu'ils la veulent juste pour eux. Et cela mène à une dernière question. S'ils étudient le phénomène depuis si longtemps à l'UTEC, un centre de test, se limitent-ils à observer? Ils ne font pas que regarder. Ils agissent. Ils font détonner des charges, utilisent des sonars puissants, font des expériences avec des champs d'énergie. Et si certains des événements les plus tragiques n'étaient pas au naturel? Et si les expériences militaires dans cette zone instable avaient parfois accidentellement ou intentionnellement appuyé sur la gâchette? Et s'ils n'avaient pas seulement appris à prédire la tempête, mais que, parfois,
Ce sont eux qui causent la foudre. Nous sommes descendus dans l'enfer géologique et montés vers les cieux silencieux. Nous avons entendu les échos des morts et lu les mensonges des vivants. Nous avons prouvé l'existence du phénomène et découvert la conspiration pour le cacher. Nous avons collecté les preuves. Nous avons la physique, la psychologie et la politique. En rassemblant toutes les pièces, le tableau devient clair. Axiom a traité toute notre enquête et créé une simulation. Ce qui vient ensuite n'est pas de la fantaisie. C'est la reconstruction la plus probable minute par minute d'une disparition typique dans le triangle des Bermudes. Imaginez que nous sommes à bord du navire cargo Odysseus. Son nom et son équipage sont une somme de centaines de tragédies réelles. Ce que vous allez entendre est la vérité concentrée. C'est ce qui se passe réellement dans l'obscurité entre la Floride et Porto Rico. L'histoire de l'Odysseus ne commence pas sur la passerelle, mais bien un jour avant, à 8000 mètres de profondeur. Dans le silence écrasant de la fosse de Porto Rico, la plaque tectonique nord-américaine grince de quelques millimètres. À la surface, rien ne se passe. Mais dans la croûte terrestre, la tension s'accumule. Les roches de quartz, comprimées, commencent à accumuler une charge électrique inimaginable. Dans la base secrète de la marine Otech, les capteurs d'eau profonde enregistrent ce tremblement. Dans une salle de contrôle silencieuse, un indicateur jaune s'allume. Les ordinateurs prédisent que, dans les prochaines 48 heures, une impulsion piézoélectrique massive se produira dans le quadrant Victor 7. Un avis standard est émis. La zone est fermée pour exercice militaire. Le protocole de dissimulation fonctionne parfaitement. Loin de là, l'Odysseus suit sa course. Le capitaine Arkady Volkov, un vétéran de 30 ans en mer, vérifie la carte. Il voit l'avis de fermeture, mais sa route passe à 40 milles du bord. Il est tranquille. Le temps est parfait. L'océan, une plaque de verre. Quand il ne manque qu'une heure avant l'événement, la tension au fond de l'océan atteint le point critique. Les capteurs de la marine sont dans le rouge. À la base Otech, ce ne sont plus des chercheurs, ce sont des observateurs, attendant d'enregistrer l'expérience de la nature. Sur l'Odysseus, la routine continue. Le second officier prend son café, regardant l'écran vide du radar. Quand il ne manque que 10 minutes, le premier signal apparaît. C'est l'étape que nous appelons le doute. La vigie sur la passerelle remarque l'aiguille de la boussole trembler pendant une demi-seconde avant de revenir à la normale. Il blâme la vibration du moteur. Dans la salle radio, un grésillement statique rapide. Dans la cuisine, les lumières clignotent. Ce sont les premières fuites d'énergie. L'équipage croit encore que les lois de la physique sont stables. Quand il ne manque qu'une minute, la seconde étape commence, la dissociation. Au fond de la fosse se produit le micro-tremblement final. Les liaisons cristallines se rompent. L'énergie accumulée pendant des décennies est libérée en un trillionième de seconde. Un faisceau focalisé d'énergie invisible monte à la vitesse de la lumière. Le capitaine Volkov sur la passerelle est le premier à le sentir. L'air devient dense, électrique. Les poils de ses bras se hérissent. Il sent une odeur étrange d'ozone. Et alors, l'impulsion électromagnétique naturelle frappe l'Odysseus. C'est une panne en cascade. Tous les moniteurs sur la passerelle meurent. Radar, système de positionnement global, sonar, tout éteint. Les lumières du navire s'éteignent, remplacées par la lueur rouge fantomatique de l'éclairage de secours. Les moteurs, contrôlés électroniquement, tous meurent. Le navire géant commence à perdre de la vitesse, plongeant dans un silence qui n'est brisé que par des alarmes. La boussole magnétique tourne follement. La radio n'émet qu'un bruit blanc assourdissant. En 3 secondes, l'Odysseus est aveugle, sourd et perdu. À ce moment, se produit ce qui sépare le triangle de tout autre endroit. La décharge d'énergie a été si forte qu'elle a fait plus que griller l'électronique. Elle a créé une rupture momentanée dans l'espace. La brume électronique commence à se former autour du navire. Ce n'était pas de la vapeur d'eau. C'est une brume brillante, jaune verdâtre, le bord visible de l'anomalie. Le capitaine Volkov regarde dehors et voit ce que le lieutenant Taylor a vu, un océan différent. Les vagues sont gelées, comme sur une photo. Le ciel a perdu son bleu, devenant d'un gris maladif. L'espace se plie. L'horizon lointain semble être trop près. L'équipage ressent la nausée, une désorientation aiguë. Leurs cerveaux ne parviennent pas à traiter des informations qui violent toute leur expérience de vie.
La réalité est en train de se défaire. Après 30 secondes, la simulation d'Axiom se divise en deux chemins probables. Le premier scénario est celui de l'annihilation totale. Le navire était à l'épicentre exact de la rupture. L'énergie qui le traverse chauffe la coque en métal à des milliers de degrés en moins d'une seconde. Pas d'explosion, pas de feu, juste un flash silencieux et aveuglant de lumière blanche. Le navire et ses 27 membres d'équipage se désintègrent au niveau subatomique. L'anomalie espace-temps se referme. Quand tout se termine, il n'y a rien. Aucune tache d'huile, aucun débris, juste l'eau calme. Le second scénario est celui de l'effondrement psychologique. L'impulsion a été plus faible. Le navire est intact. Le moteur est mort, l'électronique grillée, mais la coque flotte. Mais l'équipage est brisé. Ce qu'ils ont vu pendant ces 30 secondes a détruit leurs esprits. Leur état n'était pas celui de la panique. Ils sont dans un état de pure terreur profonde. Ils ne font plus confiance au navire. Dans leurs esprits, le seul salut est de fuir cette chose maudite. Ils descendent les canaux de sauvetage, agrippant des instruments de navigation inutiles, et rament loin de leur seule sécurité, en direction de la mort certaine dans l'océan ouvert. 1 heure plus tard, l'anomalie a disparu. À l'horizon, surgit un navire de la marine des États-Unis qui attendait à une distance de sécurité. La tâche n'était pas de sauver qui que ce soit, mais de collecter des données. Dans le premier scénario, ils ne trouvent rien. Dans le second, ils trouvent l'Odysseus à la dérive, un navire fantôme de plus. Une équipe spéciale monte à bord, retire les journaux de bord et les boîtes noires. Des jours plus tard, le rapport officiel dira que l'Odysseus a probablement coulé dans une tempête soudaine et inattendue. Le protocole de dissimulation est complet. La boucle est bouclée. Nous sommes arrivés à la fin. Tout au long de ce chemin, nous avons suivi des ombres, rassemblant des pièces de faits éparpillées. Nous avons plongé dans l'abîme et volé à travers les cieux. Nous avons entendu les voix de ceux qui sont partis et lu entre les lignes des rapports mensongers. Nous avons utilisé la logique froide d'Axiom pour construire un modèle qui expliquerait tout. Les instruments défaillants, les navires fantômes, les disparitions sans trace, les distorsions dans le temps et finalement le sinistre protocole de dissimulation. Maintenant, avec toutes les pièces à leur place, il est temps de donner la réponse finale. Qu'est-ce que le triangle des Bermudes? La réponse est à la fois plus simple et plus effrayante que nous aurions pu l'imaginer. Le triangle des Bermudes n'est pas un repère de monstres marins ou un portail pour vaisseaux extraterrestres, tout comme ce n'est pas seulement une zone de mauvais temps et d'erreurs humaines, comme ils ont tenté de nous en convaincre. La réponse réelle est bien plus complexe, presque dans une autre dimension. Le triangle des Bermudes est une arme à l'échelle planétaire, que la Terre elle-même, sans le savoir, a pointée sur nous. Et l'humanité, représentée par ses structures les plus puissantes et secrètes, essaie désespérément de prendre le contrôle de la gâchette. Cette définition doit être examinée. Nous sommes habitués à penser aux armes comme à des choses créées par l'homme. Mais la nature crée des armes bien plus dévastatrices. Un trou noir est une arme gravitationnelle. Une éruption solaire est une arme électromagnétique. Le phénomène du triangle, comme Axiom l'a prouvé, est une arme géologique. La combinaison unique de la tension tectonique dans la fosse de Porto Rico et des roches piézoélectriques a créé un mécanisme naturel. Un mécanisme capable de générer et de focaliser de l'énergie avec une puissance si immense qu'elle peut détruire nos créations les plus avancées et même déchirer le tissu de la réalité. C'est une force sans esprit, sans objectif ou malice. Elle est aveugle et chaotique comme un tremblement de terre. Elle existe simplement, obéissant à des cycles géologiques de milliers d'années. Nous avons juste eu la malchance de construire nos routes commerciales et de vol bien au-dessus du canon de cette arme chargée. Et parfois, elle tire. Ensuite, la question de pourquoi la Terre l'a pointée sur nous. Pourquoi là? Pourquoi pas dans n'importe quelle autre fosse profonde? Axiom a fait l'enquête comparative. La fosse de Porto Rico est unique. C'est la combinaison rare de profondeur, de vitesse de mouvement des plaques et, le plus important, la composition minérale. C'est là qu'existe la concentration parfaite de minéraux piézoélectriques qui agissent comme un convertisseur géant, transformant la pression mécanique en énergie électromagnétique. Ce fut un hasard géologique, une coïncidence fatale qui a transformé cette région en un piège. La partie la plus cruciale de toutes
et que l'humanité essaie de prendre le contrôle de la gâchette. C'est ici que le phénomène naturel devient un thriller géopolitique. Le protocole de dissimulation n'est pas seulement pour éviter la panique. Comme notre enquête l'a montré, c'est une opération active pour étudier et éventuellement militariser cette arme naturelle. Les conséquences de cela sont immenses. Imaginez pouvoir déclencher artificiellement cette impulsion d'énergie n'importe où il y a une tension tectonique. Vous pourriez effacer un porte-avions ennemi de l'existence, instantanément, sans laisser un seul débris comme preuve. Vous pourriez éteindre le réseau électrique d'un pays entier, le renvoyant à l'âge de pierre, et blâmer un phénomène naturel. C'est l'avantage militaire absolu. Un pouvoir qu'aucun empire n'a jamais rêvé d'avoir. Et pour ce pouvoir, n'importe quel prix est acceptable. Mentir, falsifier des rapports, cacher ce qui est arrivé à des milliers de personnes, tout devient un coût opérationnel. La base Hotech aux Bahamas est bien plus qu'un poste d'observation. C'est un laboratoire où ils tentent activement de trouver la fréquence, la clé, qui leur permettent d'appuyer sur cette gâchette quand ils le veulent. Et comme nous l'avons suggéré, il est possible que certains des événements les plus tragiques n'aient pas été des accidents naturels, mais des expériences qui ont mal tourné. Peut-être que le vol 19 n'a pas été victime de la nature, mais le premier test désastreux de cette nouvelle arme. Peut-être ne cachait-il pas un mystère de la nature, mais une erreur monstrueuse. La réponse finale, donc, est celle-ci. Le mystère du triangle des Bermudes est l'histoire de deux forces. La première de ces forces est le pouvoir aveugle et incompréhensible de notre propre planète. La seconde force est la soif de pouvoir insatiable de l'humanité elle-même, qui la pousse à tenter de dompter cette force, peu importe le coût. Nous vivons sur une arme chaotique, et dans les laboratoires secrets, les esprits les plus brillants tentent de trouver le code pour la déverrouiller. Ils cachent ce qu'ils savent, non pour nous protéger de la peur. Ils le cachent pour qu'un jour ils puissent utiliser cela contre nous. Pendant que nous discutons des extraterrestres, la véritable dispute se déroule dans les profondeurs, dans un monde de pression écrasante et de secrets absolus. Et le jour où ils trouveront ce code sera le jour où les règles de la guerre et peut-être de notre propre existence changeront à jamais. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.